Allô? La médecine libérale va très mal. J'ai besoin de votre aide. C'est une urgence! Une urgence! Vous êtes médecin libéral? Tout va bien? Vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur La Voix des libéraux, le podcast sans tabou des médecins libéraux, produit par l'URPS Médecins libéraux Île-de-France. L'URPS Médecins libéraux Île-de-France, c'est l'union professionnelle qui représente et accompagne les médecins franciliens exerçant en libéral. Ce podcast est animé par la journaliste Sidonie Watrigan. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Voix des libéraux, un podcast proposé par l'URPS. Notre souhait, notre objectif, vous le savez, c'est répondre sans langue de bois à toutes vos interrogations, vous, médecins d'Île-de-France, sur un sujet précis. Et aujourd'hui, on va parler des JO 2024 à Paris. Événement planétaire, les JO devraient rassembler plus de 13 millions de personnes dans la capitale et en région Île-de-France sur les seuls mois d'été. Infrastructures, transport, sécurité sont autant de défis à relever pour assurer la bonne tenue de ces Jeux, tout autant que le volet sanitaire. Et pourtant, il semblerait que les choses ne soient pas si simples à organiser de ce côté-là. Si les médecins libéraux étaient tout prêts à être mobilisés, moyennant compensation financière pendant toute la durée des Jeux, il semblerait que l'ARS en ait décidé autrement et que l'essentiel des efforts seront portés sur le secteur hospitalier. Comment faire pour organiser la prise en charge des patients franciliens avec toutes les contraintes de déplacement que la ville de Paris s'apprête à mettre en place? Et comment assurer la prise en charge potentielle des 13 millions de touristes attendus pendant ces JO? On va faire le point sur ce sujet finalement un peu épineux aujourd'hui avec Sophie Martinon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directrice générale adjointe de l'ARS, et avec nous également Philippe Pizzuti et Marc Rosenblatt. Vous êtes tous les deux médecins et coordinateurs de la commission ERPS Sport Santé. Bonjour. 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 Alors, je le disais, effectivement, les médecins ont proposé leur aide. Détrompez-moi si je dis une bêtise. On leur a répondu finalement qu'on n'avait pas besoin d'eux. Sophie Martinon. Mais bien sûr qu'on a besoin des médecins libéraux pendant les JO. D'abord, on en a besoin toute l'année. On en a besoin pendant l'été, chaque hiver. Donc, en fait, moi, ce que je peux partager avec vous, c'est finalement la méthode et la démarche qu'on a suivie pour justement identifier ce dont on avait besoin pendant la période des JO. Concrètement, 3 étapes. La première, c'est finalement quels vont être les besoins. La deuxième, c'est se dire, finalement, qu'est-ce qu'il faut qu'on renforce, de quoi on a besoin pour répondre à ces sujets identifiés. Et puis ensuite, il y a un enjeu de diffusion de l'information et de communication. Alors, les besoins, quels sont-ils? Vous l'avez dit, 13 millions de visiteurs pendant les JO, pendant les JOP, on devrait dire, les Jeux olympiques et paralympiques, même peut-être 15 millions au vu des dernières estimations de l'Office du tourisme francilien. C'est 11 pour les Jeux olympiques, 4 pour les paralympiques. Et sur ces 15 millions de personnes qui vont être en Île-de-France, on a 88% de Français, dont 48% de Franciliens. C'est l'estimation, les chiffres qui sont fondés à la fois sur les visiteurs qui ont des billets pour assister aux épreuves et sur les visiteurs qui les accompagnent ou qui sont là pour la partie plus festive. Donc vous le voyez, en fait, quasiment la moitié de ces personnes, c'est des personnes qui habitent en Île-de-France. 40% du total, c'est des personnes qui habitent en France. Et donc, certains vont venir à la journée, certains vont venir pour quelques jours. Voilà. Et évidemment, on a quelques touristes étrangers qui vont être un peu plus nombreux que ce qu'on connaît habituellement. Mais on sait aussi que l'Île-de-France est un territoire touristique, un des plus attractifs France entière, mais aussi au-delà. Et on a, alors, pour le coup, là, le chiffre est moins évident et l'Office du tourisme prend moins d'engagement. Et en gros, une saison normale, c'est 1,6 million de personnes qui réservent des chambres, un hébergement. Et là, on serait plutôt, ils savent pas très bien, entre 1,8 et 2,5. Donc, vous voyez, ça augmente, mais on est sur une dimension qui est quand même beaucoup plus raisonnable. La deuxième chose qu'on apprend dans cette étude, c'est que ce seront des jeunes, puisque la tranche d'âge majoritaire, c'est 25-35 ans. 60% seront des hommes. Ça, c'est un peu d'impact, voilà. Mais le fait qu'ils soient jeunes, plutôt en bonne santé et sportifs, en tout cas, ça, c'est le retour d'expérience de Londres, amène à penser, en tout cas, on peut espérer que statistiquement, ils aient aussi moins de problèmes de santé. Donc, voilà. Certes, on a un nombre de visiteurs qui est très important, qu'il faut sans doute relativiser au regard de ces données supplémentaires. Et puis, il faut aussi peut-être prendre en compte le fait que pendant l'été, d'une part, on a quand même une demande de soins qui est plutôt plus basse que dans le reste de l'année, notamment parce qu'on a des franciliens qui, eux,
ceux qui ne participeront pas ou qui ne souhaitent pas rester en Île-de-France pendant les JO, qui vont sans doute peut-être un peu plus que d'habitude quitter l'Île-de-France. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est que on a des périodes qui sont de mobilisation qui sont relativement brèves. Donc, je rappelle les dates des JO. Les Olympiques, c'est du 26 juillet au 11 août. Et puis ensuite, on a les Paralympiques du 28 août au 8 septembre. Donc, en fait, on est quand même sur des durées qui sont assez brèves. Certes, entre les deux, il y aura forcément aussi des visiteurs qui vont rester. Ça, c'est certain. Vous avez raison. On a fait plusieurs choses. La première, c'est qu'on s'est tourné vers les personnes qui avaient déjà organisé les Jeux Olympiques. Donc, malheureusement, on n'a pas pu s'appuyer sur l'expérience du Japon, puisque à l'époque, c'était le Covid, donc ça a été des JO très, très particuliers, sans donc public. Londres. Voilà, et donc, effectivement, on s'est tourné vers ceux de Londres. Et le principal impact qui a été identifié à Londres, c'est une hausse de quelques pourcents des soins non programmés, de la demande de soins non programmés, donc un peu de passage aux urgences et un peu de demande de soins non programmés. La deuxième chose qu'on a faite, qui est plus récente et qui corrobore quand même ce diagnostic, c'est d'évaluer de manière très très fine, même si c'est pas tout à fait la même chose, mais ça vaut ce que ça vaut, de faire un retour d'expérience de la Coupe du Monde de rugby qui a eu lieu en France entre septembre et octobre 2023. Et là, en fait, on a dans les chiffres observé absolument aucun impact. Aucun impact sur les passages aux urgences, aucun impact sur l'activité en termes d'actes, etc. Et donc, à ce stade, voilà. Donc, notre diagnostic à ce stade sur les besoins, c'est qu'il y a des besoins de continuité et d'accès aux soins. On a un enjeu, c'est clair. Après, il est sans doute relativement limité et c'est tout le sujet, c'est de bien adapter la mobilisation des moyens en face. Donc, vous dites qu'il ne faut pas surdimensionner, finalement, alors, très l'offre clairement, de soins. moi, je dis trois choses, trois principes. Il faut, 1, anticiper. 2, il faut assurer l'accès aux soins et il y a des endroits où il faut le renforcer. Et 3, il faut pas surmobiliser les professionnels parce qu'en fait, un des enjeux pour nous, c'est d'éviter un trou avant et un trou après. Nous, on voudrait éviter qu'il y ait un focus sur les JO, sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. À chaque fois que je dis JO, je vois écrit JOP et je me dis zut le P. Et donc, du coup, d'éviter cette surmobilisation qui est quand même un risque important, notamment parce que, comme je le disais en introduction, on a besoin des libéraux et on a besoin d'eux toute l'année. Que disent les médecins ? Alors, si je peux me permettre, merci pour toutes ces précisions. On en avait déjà eu certaines lors de notre première réunion avec l'ARS le 29 novembre. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de les structurer. La première, c'est sur les chiffres. Alors, vous nous dites qu'il y a 87% de tous ceux qui vont venir assister au JO et vous basez sur les gens qui ont acheté des billets. Là, il y a une petite nuance quand même. C'est que parmi ceux qui ont acheté des billets, il faut pas croire que tous ceux qui ont acheté des billets en France vont être des Français et qui vont pas revendre leurs billets à des étrangers. Ça, c'est la première chose. Vous allez me dire, c'est peut-être à la marge. La deuxième, c'est, vous parliez d'anticipation, c'est exactement ce qu'on a voulu faire quand on a fait avec Marc l'enquête auprès des médecins libéraux d'Île-de-France pour essayer de savoir justement quelles allaient être leurs disponibilités lors de cette période. Et là, on a été surpris par deux choses. D'une part, parce que le taux de réponse a été quand même relativement important par rapport aux enquêtes qu'on fait d'habitude, ce qui montrait quand même qu'il y avait un certain intérêt pour la chose. La deuxième, c'est que parmi tous ceux qui ont répondu, il y en a plus de la moitié qui étaient prêts à se rendre disponibles pour cette période et donc à faire un petit peu plus que ce qu'ils prévoyaient de faire normalement un été normal. Et la troisième chose, donc, qui nous a vraiment semblé importante des suites de cette interrogation et de cette enquête, c'est que les médecins étaient d'accord pour s'investir, mais en comparaison avec ce qui était proposé, par exemple, aux hospitaliers, il n'y avait aucune raison que cet investissement soit au tarif habituel de la consultation, puisqu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait de différence, à notre avis, entre les hospitaliers et les libéraux. Et malgré tout, c'est ce qui se passe. Parce que nous, quand on a eu la réunion le 29 novembre avec l'ARS, on nous a dit non, il n'y a pas d'enveloppe pour les libéraux. Et on compte surtout, en fait, sur deux choses, les centres de soins non programmés et le SAS. Alors que bon, pour l'instant, ça, c'est vraiment un peu illusoire de penser que le SAS, par exemple, dont on n'a pas vraiment les preuves d'un fonctionnement optimum pour l'instant, puisse d'un seul coup, au moment des JO, pendant 3 semaines, exploser et que tout le monde se réfère à cette chose-là. Donc ce qui nous inquiète, nous, c'est ça, c'est ce manque d'anticipation et surtout l'objectif de cette enquête et de ce qu'on a voulu faire, c'était de ne pas se retrouver dans une situation d'urgence où on allait nous dire à une semaine des JO, écoutez, on n'a personne sous le coude, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de médecins qui n'allaient pas être là et donc on va vous réquisitionner. Ça, vous l'avez anticipé ?
Bien sûr. En tout cas, non. Peut-être pour rebondir sur votre question, d'abord, moi, je voudrais vous remercier pour cette enquête parce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'elle met le sujet sur la table et que du coup, elle montre aussi à la fois, je dirais, les deux aspects. L'appétence des professionnels pour être là, être prêt, être dispo, répondre présent au moment d'un événement qui est un événement national, international, assez extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Donc là, vraiment, voilà. Et puis, on voit bien que ceux qui seront pas là, parce que vous avez posé la question de mémoire, et ben en fait, ils organisent aussi la continuité d'activité et ils ont d'ores et déjà prévu soit d'avoir un remplaçant, soit de renvoyer vers un collègue présent. On prévoit pas, enfin en tout cas, on n'a pas prévu de faire des réquisitions. On pense qu'on n'en aura pas besoin. Franchement, enfin voilà. Au vu de la typologie des gens qui seront là, au vu des volumes de ce à quoi on s'attend en termes de demande de soins. Donc, vous pouvez me dire, vous êtes trop optimiste, on est quand même inquiet. Moi, je comprends, je vous entends, et moi, je serais à votre place, je dirais la même chose. Ne nous prévenez pas une semaine avant si vous voulez qu'on se mobilise. Je l'entends parfaitement. Vous avez raison de dire ça. Ce que je veux dire, c'est que, et j'insiste quand même sur le sujet de la surmobilisation. Pour moi, pour nous, c'était un risque sur l'hôpital et sur la ville, clairement. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de redire quelle démarche on a suivie, parce qu'on a suivi la même démarche côté hôpital, côté ville. Donc voilà. Après, je peux rentrer un peu plus dans le détail, effectivement, de ce qu'on a prévu Philippe, concrètement. réagir. Mais voilà, je souhaitais réagir. Deux choses. La première chose, c'est que le message depuis cette réunion du 29, nous, le message qu'on a transmis à nos confrères et consoeurs libéraux de l'Île-de-France, c'est que finalement, on n'a pas besoin de vous, autre mesure, quoi. Donc, vous pouvez prendre vos dispositions pour partir gentiment en vacances pendant la durée des JO. On n'aura pas recours et ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas réquisitionnés. La deuxième chose qui m'étonne, moi, c'est que depuis cette réunion, je n'arrête pas de recevoir par des mails des appels au bénévolat. Vous faites des appels au bénévolat pour des structures qui seraient éventuellement disposées à accueillir des personnes. Alors c'est ça, c'est des injonctions contradictoires. Il y a deux poids, deux mesures, deux discours. Vous n'avez pas besoin des libéraux, mais en même temps, vous faites des appels au bénévolat ou au volontariat. Alors, c'est quoi ces appels ? C'est quoi ces appels au bénévolat ? Alors, deux choses. D'abord, moi je redis, on a besoin des libéraux. L'enjeu, c'est de partir de la façon dont les équipes de terrain souhaitent s'organiser. Je pense notamment aux structures de premier recours du type CPTS, mais aussi maisons de santé pluriprofessionnelles, mais aussi centres de santé. Donc voilà, avec une dimension peut-être de capacité à prendre en charge les soins non programmés de manière un tout petit peu plus forte qu'un été classique. Voilà. Et puis après, nous, on a prévu évidemment de renforcer tous les dispositifs qui mobilisent les professionnels de ville, les médecins libéraux, notamment entre guillemets, qui sont nos dispositifs classiques en cas notamment de tension estivale ou hivernale. À quoi je pense concrètement ? C'est le renforcement des lignes de permanence des soins ambulatoires. Donc voilà, et notamment la possibilité pour les médecins libéraux qui s'engagent dans cette option-là de bénéficier des tarifs spécifiques en maison médicale de garde. Le renforcement du SAS, vous l'avez évoqué, qui implique aussi des consultations qui sont un peu majorées. Et puis probablement nous ce qu'on anticipe, c'est que à l'été, les remplaçants qui assument la continuité d'activité habituellement, en fait, ils ont une activité qui, en moyenne, est inférieure à celle des médecins ou même des remplaçants en temps hors vacances, si vous voulez, qui est inférieure de 4 consultations par jour. Et nous, ce qu'on anticipe, c'est que du coup, peut-être qu'il y aura 1 ou 2 consultations de plus pour ces remplaçants pendant l'été. Après, si ces consultations ne sont pas empêchées par des facteurs, certes qui vous sont exogènes, Alors, de déplacement et tout ça, mais il faudra qu'on en parle. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Pour moi, un des sujets d'inquiétude majeure et qui est aussi celui des médecins libéraux, et ça me paraît évident, c'est la capacité collective à se déplacer en Île-de-France pendant les JO. Ouais, justement, on a une question là-dessus qu'on va vous poser tout de suite, qui est très simple, très pratico-pratique d'un praticien parisien, je crois. Bonjour Madame Martinon, je suis docteur Salavert, je suis pédiatre à Trocadéro et je souhaiterais du coup savoir comment seront les soins pendant cette période. Faudra-t-il un pass pour accéder au cabinet vu que c'est une zone impactée par les JO, et faudra-t-il un pass pour moi-même? Merci, au revoir. Voilà, Trocadéro.
En plein cœur du système. Trocadéro, c'est effectivement une question sensible. Alors, on sait depuis peu de temps maintenant, mais quand même quasiment 1 mois et demi, quels sont les périmètres rouge et bleu. Donc, périmètre bleu, la circulation est réglementée à l'intérieur du périmètre. Périmètre rouge, la circulation motorisée est interdite normalement. Interdite sauf dérogation. Les médecins... Caducée égale dérogation ? Alors, les médecins... Quel que soit leur trajet, c'est-à-dire pour aller à leur cabinet, pour aller à domicile chez un patient, pour des livraisons par exemple aussi également, font partie des personnes autorisées à entrer de manière motorisée, y compris dans les zones rouges. En revanche, à ce stade, le caducé ne sera pas suffisant pour franchir le seuil des périmètres rouge et bleu. Donc il faudra quoi ? Excellente question. Il faudra se loguer sur la plateforme qui va être mise en place par la préfecture de police et peut-être qu'à ce moment-là, d'ailleurs, le caducé sera suffisant, mais la préfecture de police est en train d'établir les documents qui permettront d'obtenir la dérogation. Là-dessus, moi, je pense que, honnêtement, la préfecture de police a bien identifié et on l'a porté auprès d'eux. On va continuer à le faire. On a fait en sorte que l'URPS soit associé à la réunion d'information. On porte les spécificités et les besoins des professionnels de santé, quels qu'ils soient d'ailleurs, libéraux ou autres, ou les autres. Très clairement, c'est ni l'intérêt de la préfecture de police, alors ni le nôtre, ça c'est évident, ni le vôtre. Alors ça vraiment, voilà, mais de se compliquer la vie. Enfin, en tout cas, d'être trop contraignant. Évidemment qu'il y aura des contraintes. Donc moi, enfin voilà. En tout cas, l'état d'esprit de la préfecture de police, moi, me rend plutôt optimiste sur le fait que oui, il y a des contraintes. Oui, on les connaît à l'avance. Oui, il faut les anticiper. Et j'attire votre attention sur 2 points parce que je pense que c'est important pour toutes les personnes qui écoutent le podcast. C'est d'une part qu'en fait les horaires sont variables et que donc un périmètre rouge ou bleu ou une voie de circulation réservée peut changer au cours de la journée. Donc en fait il y a des moments où il y aura des zones non praticables mais d'autres pas. Donc voilà, et l'information sera disponible. Et le deuxième élément, c'est pour ceux qui sont dans des endroits où il y a des épreuves sur route, notamment de paracyclisme, notamment voilà. Là, on est sur des tracés qui sont longs et pour lesquels les périmètres ou les difficultés de circulation sont plus, à mon avis, plus importantes que pour d'autres types d'épreuves. Et donc du coup, c'est vrai que ça, il faut l'intégrer également. C'est plutôt pour les Paralympiques. Et moi, je suis patiente. Je fais comment ? Pareil, pour me rendre à la consultation. Non, d'accord. En tout cas, alors, de toute façon, si vous êtes à pied ou à vélo, il n'y a aucune restriction de mobilité. D'accord, ça ne concerne que les véhicules. Donc, vous êtes à pied ou à vélo, il n'y a aucune restriction de mobilité. Alors, le métro, il y aura un certain nombre de restrictions, puisqu'en fait, il y aura certaines stations qui seront fermées en fonction des sites et des lieux, mais la plupart, en tout cas, ce qui est prévu, c'est que certaines soient ouvertes, qui soient à des distances raisonnables et qui permettent ensuite de faire le chemin à pied avec sans doute une distance un peu plus longue qu'habituellement, mais en tout cas, ça a été effectivement intégré. Philippe ? Donc oui, excusez-moi. Moi, je prends un exemple tout à fait simple. Moi, par exemple, je suis rhumatologue. Moi, j'ai des confrères qui sont MPR aussi sur Paris. D'ailleurs, j'ai eu un exemple, je ne sais pas si la question aura été retenue, d'un confrère qui disait que lui, déjà, son cabinet était en plein milieu d'un secteur rouge. Donc, non seulement il n'allait pas pouvoir se déplacer simplement avec son caducé. Alors, vous dites, ça va être simple. Mais en fait, ça va pas être si simple que ça. Parce que s'il faut aller sur une plateforme, un QR code, etc., pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est toujours pareil. On avait des caducés. Pour une fois, là, on pouvait s'en servir. C'était très simple. Donc lui il me disait, alors déjà pour avoir accès à son cabinet, bon lui il pourra passer, mais ses patients comment ils font? Parce que vous dites à pied et tout ça c'est possible, mais moi des fois j'ai des patientes qui viennent ou des patients, ils marchent pas, ils sont déposés en ambulance devant ma porte. Ambulance ça passe quand même. Bien sûr, mais tous les véhicules de secours, ambulances, aucun problème. Donc on pourra faire plus de bons de transport si les ambulances passent, alors on a le droit aux bons de transport à gogo, on fera des bons de transport à tout le monde. Non mais voilà, parce vous que avez tout à la fait situation c'est ça. Oui. Donc tous les gens qui sont dans ces secteurs, il y avait un exemple d'un couple de médecins qui étaient dans ce secteur, ils disaient qu'ils n'allaient pas pouvoir avoir accès à leur cabinet pendant quasiment 2 mois, parce que là il y a la période JO, mais il y a la période montage-démontage qui va s'étendre sur plus de 3 mois. Imaginez un petit peu le bouleversement que ça peut faire dans l'activité d'un cabinet médical libéral, c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher des indemnités parce qu'on n'a pas travaillé à cause des JO. Un quart de chiffre d'affaires, quoi.
Moi, je comprends votre inquiétude, honnêtement. Et pour tout vous dire, nous, on a été très, très inquiets parce qu'en fait, ces cartographies et ces périmètres, on a mis un petit peu de temps avant de les obtenir, soyons clairs. Au départ, on devait les avoir en septembre. Finalement, on les a eu fin novembre, début décembre. Et par ailleurs, on est encore en discussion avec la préfecture de police pour que ce soit le plus simple possible pour les patients et pour les professionnels. Et vous avez raison d'identifier ce cas-là. Normalement, pour moi, c'est un cas où, évidemment, c'est une personne qui pourra, sur la plateforme, avoir un pass et donc ne pas avoir de difficulté pour se rendre motorisé et accéder à des soins, même en zone rouge. Après, soyons clairs entre nous. Moi, je vais pas vous dire qu'il y aura aucune difficulté. Vous ne me croiriez pas. Non. Par ailleurs, ce ne serait pas vrai, soyons clairs. En revanche, là où je suis quand même très convaincue, c'est que le fait de connaître maintenant, d'ores et déjà, à la fois les périmètres, y compris en intégrant, vous avez raison de le souligner, le fait que les difficultés commenceront avant les JO, puisqu'on a toute la période de montage. Et ça, c'est notamment vrai pour monsieur qui a son cabinet vers le Trocadéro. Les sites d'épreuves qui sont situés dans Paris, il y en a un certain nombre. C'est pas non plus toute l'Île-de-France, hein, voilà, faut quand même. Mais pour cela, c'est vrai qu'il y aura des contraintes qui sont sans doute assez fortes. Après, c'est pas des contraintes permanentes. Donc, il y aura des horaires où finalement la circulation sera rétablie librement. Et par ailleurs, les professionnels de santé, les médecins, sont d'ores et déjà intégrés dans les autorisations dérogatoires. Une question ? Alors oui, je voulais mettre en évidence en effet deux questions, deux pans, le côté médical, puisque on nous demandera donc de rentrer des QR codes avec des variables, en sachant que un cabinet médical, par contre, ça n'est pas variable, hein, c'est en un seul lieu. Donc pourquoi chaque jour devoir faire, ou une périodicité que je ne connais pas, devoir refaire des demandes alors que le cabinet ne va pas bouger, que s'il est en zone rouge, la difficulté elle sera pérenne pendant plusieurs mois. Et deuxièmement, je pensais au transport des patients, parce que on a des patients qui ont des macarons handicapés, c'est une chose. On a des transports médicalisés, mais on a également des patients, je pense à des patients par exemple qui sont en chimiothérapie, qui sont déposés par le conjoint ou par les enfants devant le cabinet parce qu'ils font pas plus de 3 pas sans être essoufflés. Et ceux-là, comment vont-ils faire pour passer ? Ça veut dire qu'il y aura des points de passage qui seront des goulots d'étranglement. Et ensuite, est-ce qu'ils auront une autorisation, ou qui doit le faire ? Est-ce que ce sera encore du temps médecin ? On devra faire des autorisations à nos patients en disant il se rend bien à la consultation. Enfin, ça paraît vraiment complètement délirant. Alors moi, je comprends vos interrogations et honnêtement, on partage cet objectif d'une fluidité maximale pour les professionnels et pour les patients. Évidemment, il faut que les patients, quels que soient les patients, puissent accéder aux soins, quel que soit leur mode de transport. Franchement, là-dessus, il n'y a aucun doute. Pour répondre, alors aujourd'hui, j'ai malheureusement pas encore tous les éléments pour vous répondre. Moi, intuitivement, et je vous rejoins en cela, je pense qu'il y aura des autorisations pérennes pour ceux qui travaillent dans un endroit qui est dans un périmètre rouge. C'est pas tous les jours qu'il faudra avoir une autorisation, hein, sinon, je pense que voilà. Donc, intuitivement, j'aurais envie de vous dire, ce que vous proposez paraît logique, et donc j'espère que c'est ça qui sera retenu. Aujourd'hui, je peux pas vous l'assurer totalement, mais voilà. Et pour les patients, pour moi, c'est évident qu'ils pourront avoir un pass qui leur qui leur permettra de rentrer, même motorisé, même déposé par de la famille, pour accéder à un cabinet qui se trouverait en zone rouge. Clairement, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Après, il faut voir les modalités pratiques, et j'entends votre inquiétude. On porte les mêmes objectifs, à la fois vraiment simplicité, accès aux soins, fluidité. Après, on sait que ce sera une période particulière. Vos interlocuteurs, donc c'est la préfecture de Paris. Jusqu'à quand vous allez discuter, négocier, voir point par point, et à partir de quel moment on pourra avoir les infos fiables et pour l'ensemble de la période ? Alors nous, on est sur la question des autorisations, mais des dérogations finalement pour pénétrer en zone rouge. La concertation, elle est calée jusqu'à fin janvier. Honnêtement, de notre côté, quasiment tous les besoins qu'on avait identifiés, on a eu des retours positifs de la préfecture. Il reste quelques sujets qui sont plutôt liés à des structures, qui sont liés à ce que j'évoquais, des épreuves particulières par exemple, de paracyclisme sur route, etc. Et ensuite, les questions que vous posez, qui sont relatives finalement à comment est-ce qu'on aura un pass, comment est-ce qu'on pourra justifier de cette dérogation, c'est là une deuxième étape. Et là, on aura de la visibilité normalement
en avril. En tout cas, la plateforme, elle sera opérationnelle à partir de ce moment-là. C'est ce qui est annoncé. Après, moi, je vous invite vraiment à vous reporter à la foire aux questions de la préfecture de police, qui répond à ces questions, honnêtement, moi, je trouve de manière assez précise et assez détaillée. Il suffit d'aller sur le site de la préfecture de police, mobilité pendant les JO, et vous aurez au moins une partie des réponses à vos questions. Nous, on va évidemment, et donc par ailleurs, s'il y a des sujets que vous identifiez auxquels vous pensez que la réponse n'a pas encore été proposée, nous, on est à votre disposition pour recenser les questions. On l'a dit à tous les acteurs du champ santé, et donc voilà, la concertation n'est pas terminée. Il n'est pas trop tard pour le faire. Donc voilà. Alors n'hésitez pas. Même si ces questions de restriction de déplacement sont en train d'être pensées avec effectivement des demandes spécifiques et tout ça, comme j'ai pas mal de médecins en face de moi là aujourd'hui pendant cet enregistrement, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous vous dites oulala, j'y vais pas, ça va être trop complexe, je vais fermer mon cabinet, ce sera plus simple? Qu'est-ce que vous dites là, à chaud? Si je peux... Dans la salle comme Philippe ou Marc. De toute façon, moi, les collègues à qui j'en ai parlé, c'est exactement ce qu'ils m'ont dit. C'est-à-dire que cette période-là, il vaut mieux éviter d'être là, quoi. Donc on va s'arranger, parce que là tout à l'heure vous disiez, dites-moi si je me trompe, que vous vous basiez sur le fait que même les remplaçants, en cette période-là, il y a moins d'activité. Alors je suis désolé, mais je ne sais pas où vous avez trouvé ces chiffres-là, mais moi par exemple quand je suis en activité pendant le mois de juillet, vu qu'autour de moi il y a la moitié des collègues qui sont pas là au moins, j'ai plus d'activité. Nous, je vous dis, ce qui nous fait peur, c'est l'affolement qui va se produire, parce que sans être pessimiste de nature, je sais que ça va arriver. Début juillet, vous allez nous dire, ouh là là, on s'est rendu compte qu'il y avait plus personne pour assurer les soins. Donc maintenant, dans ce département-là, vous allez tous rester là, au moins 3/4 d'entre vous, et ça va tomber. Les réquisitions, vous savez, on a l'habitude, on en a tous souffert. On ne veut pas de ça. Donc je suis très heureux que vous ayez pu dire aujourd'hui que ça n'arrivera pas. Et j'espère que tous ceux qui nous écoutent l'ont bien noté et retenu. Quant à la question initiale, la tendance, étant donné les difficultés qui s'annoncent et le fait qu'on n'aura pas de réponse avant fin avril, vous pensez que les médecins vont attendre fin avril pour décider s'ils vont partir et à quel moment ils vont partir? Eh ben, ils vont décider bien avant qu'ils seront pas là, et vous pourrez prendre toutes les dispositions que vous voulez. Je suis allé sur les documents de la préfecture. Vous savez, il faut avoir vraiment beaucoup de courage pour aller voir où sont les zones rouges, les zones bleues, Ils vont se dire, oh là là, ça va être, excusez-moi du mot, un bordel inconsidéré, je ferme et on reviendra quand ça sera terminé. Et là, quand vous allez vous rendre compte de ça, ça sera déjà trop tard. Désolé. Ce qui est un peu la tendance des franciliens globalement aussi. Enfin, tout le monde va partir. Tout le monde va partir. Après, peut-être ce que j'ai pas évoqué et qui me paraît important en vous écoutant, c'est aussi derrière, je trouve en filigrane, il y a un énorme enjeu de communication. Et donc très clairement, une des questions que vont se poser les étrangers qui ont loué en Seine-et-Marne un pavillon pour assister à une épreuve des JO, c'est aussi de se dire mais comment je fais, à qui je m'adresse si j'ai un besoin de santé. Et donc nous on a prévu de pouvoir d'avoir une campagne de communication qui soit la plus massive possible pour dire finalement comment se soigner pendant les JO, à qui je m'adresse, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est le plus efficace, et après, effectivement, vous mettrez quoi À l'arrivée à l'aéroport, ils auront un prospectus. On leur mais vous expliquera mettrez comment c'est des faire. questions. service Vous avez d'urgence. tout à fait raison. C'est des questions auxquelles on réfléchit, et notamment de travailler avec Paris 2024 pour que les détenteurs de billets puissent, avec un système assez simple, j'ai un QR code, je clique, j'arrive sur une page où l'information est centralisée, à la fois en français et en anglais. Enfin voilà, l'enjeu pour nous, c'est à la fois de diffuser une information fiable le plus largement possible dans un endroit qui soit unique et central. Après, moi, je voudrais quand même insister aussi sur les éléments plus positifs qui sont liés aux JO. Et je pense qu'en tant que médecin d'e-sport, vous y serez sensible. Je pense que c'est aussi l'occasion pour les médecins libéraux, de s'appuyer aussi sur cette dynamique collective pour valoriser l'activité physique, l'impact sur la santé. Alors évidemment, on l'entend partout, mais en fait, en vrai, c'est comment on fait en sorte que ça rentre dans le quotidien des gens. Donc, moi, je trouve que c'est une occasion qui est intéressante et importante, sur lequel on s'engage d'ailleurs avec les professionnels de santé. Donc je retiens que vous avez anticipé, préparé, que vous discutez encore avec la préfecture de Paris pour les aménagements, notamment pour les praticiens et leurs patients franciliens. Voilà pour le bilan de cette discussion qu'on va devoir malheureusement arrêter parce qu'on a déjà dépassé le chrono, mais je vais laisser la parole à l'un ou l'autre, Philippe ou Marc, peut-être pour conclure et donner votre impression après cette discussion, messieurs.
Un mot et pour conclure, du côté plutôt optimiste et pour parler du sport santé, parce que là vraiment c'est avec Marc un de nos intérêts premiers, on va dire, puisque cette commission que nous avons créée au sein de l'URPS, grâce au bureau de l'URPS dont des membres sont présents ici, elle s'intitule pour l'instant Jeux Olympiques, mais elle évoluera vers une commission sport santé. Héritage. Voilà, héritage JO, et donc on espère bien pouvoir de nouveau ou surtout collaborer même avec vous, bien entendu, puisque c'est l'objectif de cette commission, de rebondir après, de se servir des JO comme un tremplin pour aller vers le sport santé. Donc très content que vous ayez fait cette allusion. Ah ouais, excellente nouvelle. Moi, je suis ravie d'entendre ça, et j'en profite du coup pour vous inviter le 10 avril à la journée régionale La France en forme, puisqu'en fait l'activité physique et sportive est la grande cause nationale 2024. Donc vous êtes voilà, c'est génial. Franchement, juste je un trouve petit que mot. c'est une excellente initiative. Merci pour cette invitation, mais grande cause nationale. Après, il faudra y mettre les moyens, parce que là, juste un petit exemple, vous voyez, dans le plan de financement de la sécurité sociale, il y avait justement quelque chose qui permettait de pouvoir obtenir éventuellement le remboursement d'un certain nombre de prescriptions d'activités physiques adaptées dans le cadre de certaines maladies, et finalement, ça n'est plus apparu à la lecture finale de ce plan. C'est dommage, donc il y a beaucoup à faire, beaucoup à travailler dessus, et Marc et moi-même serons très attentifs à ce sujet-là dans les mois et années à venir. Le dernier mot pour Marc. Moi, je voudrais vous dire qu'en fait, il y a aussi le Paralympique qui est important, et le lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques, j'organise avec toute une équipe en fait un énorme congrès sur l'handicapacité, c'est-à-dire le positif des gens handicapés dans le milieu du sport et dans le milieu du travail, et qu'on espère bien en fait profiter de cette année olympique et paralympique pour lancer ce nouveau concept. Merci à tous les deux. Merci à Madame Martinon. Vous revenez quand vous voulez, évidemment. Merci à tous d'avoir été là, et puis à très bientôt sur le podcast La Voix des Libéraux. Merci. Merci.